Passer dans cette réflexion sur la culture, effectivement, dans le milieu du XXe siècle, il va y avoir quelques grandes transformations qui vont avoir lieu, qui vont bousculer un peu les règles du jeu. Et la première, c'est quand même celle de la reproductibilité des œuvres. C'est-à-dire que, effectivement, les technologies vont permettre de diffuser la culture comme jamais, de reproduire et de diffuser la culture comme jamais. Et donc cela va transformer les règles du jeu. Parce que ce qui était jusque-là réservé à une petite minorité devient en principe, au moins en principe, et pour certains éléments, pas tous, accessible à tous. Ou en tout cas de plus en plus facilement accessible. Et ça bouscule quand même les règles du jeu. Parce que, on pourrait dire, les objets de culture, les sujets de culture deviennent quasiment accessibles à tous. Ça devient en principe accessible. Ça va bousculer les choses. Ça va bousculer de deux façons. D'une part, il y a une partie de la culture qui devient mainstream, c'est-à-dire tout le monde peut l'acheter. Il y a des courants qui vont se développer comme ça, de loisirs accessibles à tout le monde. Plus ou moins élitistes, parce qu'il peut y avoir des activités du cinéma, des choses comme ça, qui sont même considérées comme une vraie production artistique, un vrai art. C'est quand même une partie de la culture de la pensée. Et donc les œuvres vont devenir, tout le monde va avoir connaissance des œuvres, mais est-ce qu'on va les rencontrer? En tout cas, ça bouscule les règles du jeu. Alors, donc, d'une façon, c'est que ça devient accessible. Autre façon, c'est qu'aussi la production artistique contemporaine, à la fois, elle va pouvoir utiliser cette nouvelle technologie pour produire elle-même des choses un peu super. Mais dans les arts plastiques, par exemple, au contraire, elle va se défaire de ses capacités, la capacité des machines. Faire de beaux objets bien réussis, bien sculptés, bien reproductifs, etc., ça n'a pas d'intérêt. Donc on va produire une autre forme de culture, beaucoup plus rustre, au contraire, beaucoup moins fignolée qu'elle ne pouvait l'être jusque-là. L'idée de faire de l'esthétique du beau va changer les règles du beau aussi. Ce phénomène. Pour les musées, par exemple, ça aura un double sens, double jeu. D'une part, tout le monde est imprégné par ce qui va peut-être expliquer le succès des musées, parce que finalement, il y a quand même une institution culturelle qui s'est développée ces dernières années, on va y revenir, c'est les musées. Dans les années 1970, c'est-à-dire à la fin du XXe siècle, les musées paraissaient une institution complètement condamnée, obsolète, dépassée. Et plus personne ne voulait mettre un centime dans les musées. Or, on voit que depuis, au contraire, les 30 dernières années, depuis 70, 40 dernières années, mais surtout dans les années 80, 30 dernières années, le musée s'est réinventé, s'est rénové, s'est transformé. Et même si on a connaissance des œuvres, partout vous les voyez digitalisées, vous les voyez même mieux digitalisées souvent qu'en réalité. Si vous voulez aller voir la Joconde, vous le verrez beaucoup mieux sur Internet ou une belle reproduction de la Joconde, vous la verrez beaucoup mieux que maintenant, derrière une vitre blindée, en faisant la queue pendant 20 heures, dans le bois, des gens qui... Mais vous voulez un jour être allé voir la Joconde au Louvre. Et c'est vrai qu'il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose d'exceptionnel. Finalement, les gens veulent à la fois l'œuvre d'art peut être reproduite, etc., mais il reste quand même l'original. On la voit moins bien que si on la regarde, mais on veut quand même aller la voir. Et les gens se précipitent pour aller voir la Joconde, ou aller voir comme ça les grandes œuvres. Et c'est vrai que moi j'ai eu ce sentiment-là, j'étais voir Guernica il y a 3 ou 4 ans, que je n'avais jamais vu en réalité, voilà, de aller devant Guernica, l'œuvre. Hein? Van Gogh. Les Van Gogh, c'est pareil. C'est pareil, voilà. On les a vus,
On le voit peut-être même moins bien qu'un tableau. Si vous voulez voir la chapelle Sixtine, il vaut mieux la regarder de loin, parce qu'en plus on a les œuvres d'art de Michel-Ange sont au plafond, ça vous donne le torticolis. Mais vous avez des beaux dépliants, vous les voyez très bien comme ça. Mais bon, y être, c'est autre chose. Donc les gens veulent faire l'expérience de la rencontre avec les œuvres. Donc les musées quand même ont retrouvé un succès comme jamais. On reviendra là-dessus, le prochain cours là. On reviendra là-dessus. Donc les musées se sont réinventés, là, se sont rénovés. Voilà. Et donc ça, on peut lier, c'est lié aussi à la reproductibilité des œuvres d'art. Or, on peut maintenant, il y a des dispositifs petit à petit qui se mettent en place. Moi, je vois pas tellement l'intérêt, mais enfin, on peut zoomer sur les œuvres, on peut s'approcher comme jamais, on peut voir le détail comme on n'aurait jamais vu, etc. Bon, je ne suis pas sûr qu'il faut voir. Je pense qu'il faut la vivre. Une œuvre, c'est d'être devant l'œuvre. Effectivement, dans l'aura de l'œuvre. Finalement, les musées, Benjamin disait, les œuvres, au contraire, la reproductibilité va faire perdre le hic et du ici et maintenant. Or, en fait, on voit bien que les gens peuvent avoir vu 1000 fois l'œuvre, ils veulent faire l'expérience ici et maintenant d'être présente devant elle et de la voir, l'endroit où elle est à ce moment-là unique, exceptionnelle, l'original. Bon, ça a quand même bousculé les choses. Effectivement, l'opposition entre le savant et le populaire, la culture savante et la culture populaire a été bousculée. Alors, entre la science et la technique, je vous l'ai expliqué longuement, oui, complètement. Entre la science et la technique, complètement, puisque ça donnait la technoscience, dans laquelle nous sommes complètement pris. Entre le savant et le populaire, oui et non, parce que se reconstituent toujours des couches de pratiques élitistes. La culture des élites, qui ont quand même toujours ce souci de se distinguer des autres, par le luxe, mais aussi par la culture. Ça reste quand même quelque chose. Les pratiques culturelles, quand même, des élites, elles continuent quand même à être un élément d'appartenance, de reconnaissance des élites entre elles. Entre, par exemple, le design et la consommation de masse aussi. La reproductibilité des œuvres d'art fait qu'on peut s'entourer de très beaux objets, designés, pas seulement des objets utilitaires. On choisit des objets aussi pour leur beauté, leur esthétique, etc. Donc les règles du jour ont été quand même bousculées. Elles se recomposent. Mais moi je défends que finalement, c'est ce que j'expliquerai la prochaine fois, dans ce monde où justement tout est bousculé, ben, une des fonctions du musée, c'est d'à nouveau distinguer la culture avec un grand C des cultures en général. Et quand une œuvre entre au musée, c'est ce qui la distingue de tous les autres. C'est le fait qu'elle soit au musée. Donc les musées d'art contemporain, on peut trouver qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est la culture qui va être patrimonialisée, qui sera demain renvoyée, représentée, donnée à voir à nos enfants. Donc les choses vont changer. On abordera ça la prochaine fois. Ce que je voulais développer pour terminer, c'était plutôt de dire comment évolue la culture aussi de nos jours. J'avais un peu abordé ça l'année dernière dans le cours. Ça, c'est une image que je vous avais déjà montrée l'année dernière. Finalement, les technologies ont quand même changé les choses. On est dans un monde où la division en classes, en catégories sociales, en catégories socio-professionnelles est moins évidente. Et où l'individu de plus en plus puissant, et où les règles de reproduction des classes sociales sont un peu différentes. Même Bourdieu écrit dans les années 60, 70, donc ça fait 50 ans, un demi-siècle, les choses ont changé comme jamais. Comme jamais. Évidemment, qu'est-ce qu'on pourrait dire quand même des grandes partitions de la société? Est-ce qu'il y a des grandes partitions de la société? Alors,
est-ce que la culture continue à reproduire des classes sociales? Je dirais oui. Il y a deux rapports à la culture, me semble-t-il, qui sont en train de reproduire des classes sociales, des catégories sociales, de distinguer finalement le monde. Et c'est lié d'une part au fait que l'on est dans les nouvelles. Soit, alors je dirais, comment expliquer ça? Bon, revenons là-dessus. D'abord, on va remarquer qu'il y a plusieurs phénomènes qui bousculent les règles du jeu. Les règles du jeu sont bousculées en tout cas par les nouvelles technologies. Premièrement, la globalisation. Effectivement, tout le monde a accès à toutes les cultures du monde. Vous voyagez, je vous les faites revenir sur vos écrans tous les jours. Amazon vous les livre demain. Tous les objets que vous voulez de consommation qui viennent du bout du monde, de partout, etc. Donc on est dans un phénomène de globalisation des productions culturelles. Deuxièmement, il y a un phénomène d'individualisation très fort. On va voir comment ça se joue. Donc l'individu devient un élément très fort. La communauté d'origine, l'appartenance sociale se rejoue quand même régulièrement. Même si, à mon avis, elle demeure quand même. Vos origines sociales, elles restent quand même. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure, elles demeurent, mais les choses sont un peu à nouveau bousculées. Et finalement, la grande division, qui me semble être la division nouvelle, émergente, si on parle de la culture planétaire, parce que on n'est plus à l'état de culture nationale ou de culture régionale, même s'il reste des cultures régionales et reste des cultures nationales. Si on parle pour la culture, comment évolue, là, on voit émerger une culture planétaire, qui est effectivement produite par les industries culturelles, par les dispositifs technologiques. Si on considère que comment habiter chaque personne, je vous ai montré comment à 100 km de différence entre le paysan qui cultivait ses champs d'oliviers, son potager dans les petits villages autour de Nice, et celui qui était à 100 km plus loin, dans la vallée d'Athénée, il y avait des mondes différents, des univers différents. Maintenant, on est tous dans le même monde. Qu'on le veuille ou non, on est tous dans son même monde, passés par les mêmes événements, la même culture, etc. Et ça, de plus en plus. C'est un mouvement, en tout cas, qui pour l'instant s'affirme et va de plus en plus vite, même s'il reste encore des traces. Elle se distingue de plus en plus. Moi, pendant longtemps, je me suis battu pour la défense de la diversité culturelle. Et finalement, je me rends compte que c'est un combat perdu. Les cultures sont en train de disparaître. En tout cas, la culture séculaire, millénaire, la diversité culturelle séculaire millénaire qui a eu des siècles à se constituer par petits ensembles comme ça, en liaison avec les milieux dans lesquels les gens avaient développé leur culture, tout ça c'est en train d'être brassé. Tous derrière des écrans, téléphones, ordinateurs qui nous apportent et qui constituent un élément essentiel de notre vie. Donc on a un phénomène quand même de métissage très important, de fluidité, de circulation des cultures et des modèles. Extrêmement important, extrêmement rapide. Et la division, elle va être entre ceux qui sont dans la mondialisation et ceux qui en sont exclus, finalement, ou qui s'en excluent. La grande division, me semble-t-il, une grande catégorie, le monde va se diviser progressivement en deux. Alors reste peut-être le monde des élites que je ne connais pas, qu'on connaît de moins en moins. Ils vivent dans leurs univers, dans leur monde, à la fois on peut les croiser, mais bon. Il y a très peu de gens d'ailleurs qui s'intéressent. Très peu de gens, de sociologues qui travaillent sur ces gens-là. Mais je dirais que ce qui va opposer finalement, on va avoir, je dirais, deux idéal types. Si on va parler de catégorisation, comment parler des classes sociales maintenant? Je dirais qu'il y a deux grands idéal types qui se construisent. Deux grands idéal types culturels. Un idéal type, Max Weber, c'est pas Max Weber, il va inventer l'idéal type et il va opposer, dans ses ouvrages sur le capitalisme, il oppose le capitalisme catholique et le capitalisme protestant. Et il montre comment
les protestants ont une vision du monde, une conception du monde, de l'existence, de l'entrepreneuriat radicalement différent des catholiques. Donc il dit il n'y a pas un entrepreneur catholique qui serait vraiment le modèle de l'entrepreneur catholique et un entrepreneur protestant qui serait le modèle. Mais on peut construire comme ça deux idéaltypes dans une vision pour permettre de comprendre les choses telles qu'elles se produisent. Et donc il montre comment finalement on a deux cultures profondes différentes selon il travaille au 19e, fin du 19e, début du 20e, comment on a deux cultures profondément différentes qui s'opposent radicalement. Et que cette opposition permet de comprendre des choses. Comment le capitalisme anglo-saxon s'est développé par rapport au capitalisme, je dirais, français, espagnol, italien, plutôt catholique, allemand, protestant, allemand, toute l'Europe du Nord, ce qui disait opposerait l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Et je dis qu'on peut, de la même façon, imaginer de nos jours deux formes d'approche, deux catégories sociales très opposées. Ceux qui sont dans la mondialisation de ceux qui en sont exclus. Alors, ceux qui sont dans la mondialisation sont réunis par une sociabilité, je dis, cinétique et branchée. On est tous branchés les uns aux autres par les réseaux, par les ordinateurs, au courant des événements du monde. Et on va tous essayer de développer plutôt une culture individuelle, personnelle. En prenant ici et là tout ce qui vous semble important, intéressant, etc. On circule dans le monde, on circule dans les ordinateurs, on circule dans les cultures du monde, et on picore ici et là. Chacun construit comme ça progressivement sa propre identité. Donc on a une culture de la mobilité, de la fluidité, une culture de sortie aussi. Sortie, on voyage. Vous êtes dans cette culture-là, bien sûr. Nous sommes dans cette culture-là. Les étudiants, on voyage, on circule, on va d'un monde à l'autre, d'un univers à l'autre, physiquement ou par les réseaux interposés. De l'autre côté, il y a les exclus de l'hypermodernité, les laissés pour compte, ceux qu'on va oublier au fin fond de l'Afrique ou au fin fond du désert, et qui se construisent comme ça. Soit leurs enfants fuient vers les villes, ils se retrouvent dans les bidonvilles, soit ils se construisent comme ça, comme ils sont exclus de ce monde moderne, ils se construisent leur monde à eux. Et un monde qui est de plus en plus replié et refermé sur lui aussi. Donc je poserai les gens qui sont dans la mondialisation, dans la circulation, dans la fluidité des réseaux, qu'on va retrouver dans les réseaux, dans les aéroports, des autres qui sont exclus de ces univers-là. Soit volontairement, parce qu'ils appartiennent à des communautés qui, je pense à des communautés de plus en plus strictes, religieuses par exemple, de plus en plus strictes, qui les opposent, dont les modes de vie s'opposent de plus en plus à la fluidité des autres modes de vie, soit parce qu'ils n'ont pas le choix, et qu'ils se retrouvent dans des bidonvilles, dans des cas de se déplacer. Alors, par exemple, j'avais eu cette intuition-là, Donat, dans les années 90, qui était le responsable des études au ministère de la Culture. Il avait publié un livre sur les pratiques culturelles des Français. Et il avait déjà eu cette intuition. Il disait finalement, ce qui oppose les gens dans la culture, par-delà la diversité des pratiques culturelles, parce qu'il y a une affirmation de pratiques culturelles de plus en plus diversifiées, ce qui oppose les gens, c'est que il y a ceux qui sont dans une culture de sortie, du mouvement, de la fluidité, qui sont branchés, qui sortent, qui vont au théâtre, au cinéma, au restaurant, prendre le restaurant, même voir des spectacles sportifs, etc., au foot et tout, et ceux qui restent chez eux. Il dit à 20 ans, tout le monde, tous les jeunes sortent. Que
que vous soyez à l'Arial, au Centre, dans les villages, tous les gens sortent. La différence, c'est que dans les milieux populaires, très tôt, Hogarth l'avait déjà analysé d'ailleurs, très tôt, vous restez chez vous, vous ne sortez plus. Et à la rigueur, vous allez une fois de temps en temps au sport, au foot, mais c'est tout. Alors que les élites, les classes aisées, ceux qui sont dans le monde, continuent de sortir très longtemps, jusqu'à 60 ans, 70 ans, etc. Donc l'idée, ce qui différencie finalement les gens, c'est les exclus, repliés chez eux, à leur domicile, qui ne bougent pas, qui ne sortent pas. De ceux qui sont dans la mobilité dans le monde, tel qu'il est en train de se faire. Et je pense qu'on pourrait reprendre cette opposition, je pense qu'on peut reprendre cette opposition, et dans la construction d'idéal type, c'est-à-dire comprendre que finalement on a deux grands groupes de jeux qui s'opposent. Donc ceux qui sont dans la sociabilité cinétique et branchée et les exclus de l'hypermodernité. Donc finalement deux mondes s'opposent radicalement. Deux univers s'opposent radicalement. Les bénéficiaires de la mondialisation et les exclus. Alors personne n'est vraiment totalement bénéficiaire ou totalement exclu, mais quand même, globalement. On voit effectivement donc des gens qui sont les bénéficiaires de la mondialisation, j'ai dit, ils habitent les villes, les centres-villes, ils habitent ou ils fréquentent, en tout cas, même si vous habitez en périphérie, vous fréquentez les centres-villes. Piétonniers, cellules de sociabilité, fluide, où l'on circule comme ça dans la ville, à pied comme ça, moyen de locomotion collective, tram. Et on voit bien que les cités se rénovent. Elles cultivent le beau. Ce qui était réservé finalement un bel environnement devient quelque chose qui est partagé. Partout, on voit bien dans la belle ville maintenant, la ville, les beaux centres-villes. On refait le centre-ville. On y met des musées, on y met des sculptures, on y met des... Ça devient un élément collectif, ce qui n'existait pas jusqu'à une période très récente, sauf Haussmann qui commence à refaire, imaginer les centres-villes parisiens, qui recommence à faire dans les beaux quartiers, qui étaient vraiment très réservés. Maintenant, il y a le plus petit village, dès qu'il y a une petite place moyenâgeuse, tac, on la restaure. On l'embellit, on la repave, etc. On fait attention aux façades. On voit bien, il y a la ville se gentrifie. Le phénomène s'esthétise. Et tout le monde a le plaisir d'aller circuler dans ces lieux-là. Donc la ville gentrifiée, patrimonialisée, qui se révèle aussi dans son épaisseur, sa durée, son histoire. On voit les différentes couches. On voit une belle ville culturelle. Il raconte son histoire. Donc il est imprégné par son histoire. Donc il y a tout de circulation, toujours plus fluide, toujours plus rapide, toujours en mouvement. Et on voit bien, même les gens dans la ville, maintenant, on s'arrête, oui, on prend un pot, vite on mange un petit bout sur le pouce, mais on est toujours dans la circulation. On a vraiment cette impression qu'on voit les centres-villes maintenant, on est vraiment dans ce monde-là, où les gens circulent. Et quand on rentre chez soi, on prend son ordinateur et on continue encore de circuler. Comme ça. Donc on a voilà, ce monde-là de la fluidité de métissage. Tout de circulation, d'hybridation, de métissage, de cosmopolitisme. On est tous dans l'interculturel, l'ouverture aux autres, aux idées nouvelles. Ça n'engage à rien. À la culture, on peut prendre des petits bouts de culture, on va piller les cultures des autres, prendre un peu de new wave indien, de je sais pas quoi, folklore sud-américain, sculpture africaine, ben voilà, plein de choses comme ça. Chacun prend un peu des petits bouts comme ça, et on métisse tout ça. Et de l'autre côté, on trouve les exclus de ce mouvement-là. Les gens qui sont relégués. Soit parce que très vite,
on est usé par le travail, par ses conditions de vie et tout ça, et on reste chez soi et on ne sort plus. Ou parce que l'on se retrouve dans des bidonvilles et des camps, ou des camps parce qu'on est poussé par les guerres, par la pauvreté, par les mutations, par les mutations des campagnes qui disparaissent, tuées par la mondialisation, par les réchauffements climatiques, etc. On a toutes sortes de ça. Tous les migrants qui se retrouvent comme ça, coincés dans des bidonvilles, dans des camps de relégation, qui deviennent, et qu'on abandonne finalement, la société standardisée, normalisée, contrôlée, sécurisée. Dans cette société-là, celle de la société des bénéficiaires de la mondialisation, c'est dans un monde de plus en plus sécurisé. Vous voyagez dans le monde entier, vous êtes assuré, s'il y a un problème, on vous rapatrie, on vous protège, après il n'y a pas de problème. Les autres, au contraire, puis vous avez des règles mondiales maintenant, qui vous gèrent tout ça. Dans les autres, sont relégués dans des camps, on abandonne la loi et la règle dans ces camps-là est abandonnée aux milices, aux mafias, aux mollahs, c'est-à-dire aux évangélistes. Moi j'ai fait un travail sur les bidonvilles, j'ai eu l'occasion de faire un travail sur les bidonvilles j'en ai parlé l'année dernière, je crois, sur les bidonvilles de Chabola de Madrid. Voilà, où ce sont les évangélistes qui ont pris le pouvoir, parce qu'eux, ils suppléent, c'est l'empowerment, c'est-à-dire l'idée que l'État renonce, et que c'est le bénévolat, l'organisation sociale, la solidarité prise en charge par les religieux, de toutes formes de religion possibles. Mais en échange, ils imposent des règles dures, et finalement vous isolent. Les gens qui sont... on a dans les aéroports, vous avez les gens qui voyagent, qui prennent l'avion dans un monde hyper sécurisé, hyper organisé, branché, etc. Et ceux qui portent les bagages, qui eux sont autour, font les services mais ne voyagent pas, ne prennent pas l'avion. Leur seul, s'ils voyagent, c'est pour rentrer chez eux, contraire forcé. Au contraire, ils se cachent et ils se retrouvent. Et là, qui branche dans la solidarité, ça peut être des organismes humanitaires qui les aident, etc. Mais c'est aussi, pour l'essentiel, des mafias, des bandits qui les font passer d'un endroit à l'autre, qui ont assuré leur transmission, qui leur prêtent de l'argent pour voyager, mais demandent à des filles musulmans, etc. Et donc on a d'une part cette opposition finalement forte entre les gens qui sont dans le monde, dans la culture, qui bénéficient de la mondialisation, de ses bienfaits, même si c'est dur d'être dans ce monde-là aussi, c'est pas si simple, et les autres qui sont exclus, rejetés, abandonnés, délaissés, et qui sont pris dans des univers qui finalement deviennent des univers religieux, symboliques, de reclus, d'exclusion de plus en plus forte, et qui les coupent du reste, et qui les empêchent, où ils développent des micro-cultures, mais que ce soit la culture du bidon, dans les bidonvilles, je pense aux évangélistes, ou culture de musulmane, mais extrêmement des frères musulmans qui prennent en charge justement les formes de solidarité, ou la culture des banlieues aussi, avec des formes de mode de vie, etc. Et là, c'est la drogue, les mafieux qui organisent le vivre ensemble, et qui gèrent là le système, et une forme de microculture qui fait que quand ils arrivent, quand les jeunes de ces quartiers-là sortent, qui vont dans un boulot, leur mode de vie, leur façon de même d'être, etc., les oppose de plus en plus. Et avec une culture aussi religieuse qui vous oppose de plus en plus, si vous êtes une culture de plus en plus ascétique pour eux, avec des visions du monde. Donc à la fois, ils se rassemblent, je vois les évangélistes se retrouvent régulièrement entre eux, il y a des formes de solidarité qui existent, etc. Mais la vision de l'autre monde est de plus en plus isolée. Ces pratiques religieuses isolent aussi la possibilité de communiquer avec les autres, qui sont dans le métissage, la fluidité, etc. Voilà. On a ces deux mondes qui s'opposent de plus en plus, et qui serait peut-être une grande caractéristique de notre période actuelle. Avec, donc je dis, dans les inputs de métissage, d'hybridation, de cosmopolitisme, les autres, au contraire, replient sur le communautarisme, avec des règles de plus en plus strictes, et vous êtes de plus en plus obligés de faire comme ça, comme ça, comme ça, sinon vous êtes rejetés, vous êtes renvoyés, parce que les gens qui tiennent aussi ces règles-là
ont réorganisé des formes de pouvoir parallèles, de sécurité parallèle. Ils vous offrent aussi un minimum de sécurité. Ils vous garantissent qu'on ne va pas vous voler, etc. Un minimum. Donc on est un peu ce monde qui se diviserait un peu comme ça. Voilà, alors j'avais trouvé ça aussi. Qu'est-ce que, par exemple, sur la culture revue en mouvement, voilà, de nouvelles lignes de partage se dessinent, non pas entre autres les basses cultures, culture cultivée et socioculture, culture légitime et culture populaire, bien que ça continue d'exister, mais, j'ai trouvé cette référence ce matin d'ailleurs, mais ceux qui sont dans une mobilité spatiale, mentale, sociale, dans le flux des échanges mondialisés, dans la capacité de vivre des expériences plurielles sans cesse renouvelées, les autres, qui sont assignés à une place, un territoire, une identité, et dont la mobilité est restreinte. Elles ne permettent pas de jouer, en tout cas, elles ne permettent pas de s'intégrer, de jouer avec les règles, nouvelles règles sociales, de la fluidité d'un métissage. Voilà, qu'est-ce que j'avais encore à vous dire là-dessus? Alors, on en a parlé un peu l'année dernière, finalement, ce qui caractérise la modernité, c'est ce qu'on a appelé la modernité, c'est depuis le XVIIIe siècle, depuis la Révolution française, mais surtout à la fin du XVIIIe, XIXe siècle. Non, c'est à la Révolution française, c'est le XIXe et XXe siècle plutôt. Cette idée de s'extirper, justement, s'extraire de l'environnement vernaculaire dans lequel vivaient les communautés dont je vous ai parlé au tout début. Les gens étaient enfermés dans leur culture, leur petit village, n'en sortaient pas. Chacun avait développé son microsystème culturel qui lui permet de produire ses conditions d'existence. Jusque-là, et était enfermé dedans, dans ce système-là. Donc la modernité, c'est de sortir de ce système-là. Finalement, à la fois, ça va permettre aussi, c'est la rencontre de la science et de la technique, mais c'est aussi de s'extirper de cette culture vernaculaire qui bougeait très peu, très lentement, qui permettait à peine aux gens de survivre. Donc là, on passe tout d'un coup, donc on s'extrait de ce monde-là, et c'est l'individu qui s'exprime. Moi, je, individuel, sujet, moi, sujet, j'exprime. Et donc je suis conscient, je peux m'extirper de cette culture-là, et je peux aller dans le monde, et je peux rencontrer les autres, etc. Comme je veux. Je m'émancipe des traditions, de tout ce qui faisait lien social dans ces cultures et qui ne veulent pas me fermer dedans. Et on s'organise quand même. L'idée est que l'homme intelligent s'organise pour mettre en place quand même des contre-pouvoirs au libéralisme, au capitalisme, à l'individualité. Et donc on crée des formes de solidarité collective, les mouvements sociaux, les mouvements syndicaux, qui sont des grandes matrices quand même de contre-pouvoirs. Ce qui se passe avec la fin de la modernité, c'est l'effondrement des contre-pouvoirs et la toute-puissance de tout d'un coup cette technologie quand même qui est l'Internet, qui est hyper individualisée, puisque chacun peut à coup zéro être partout dans le monde, rattaché avec n'importe qui au bout du monde, etc. Et qui est le summum de l'individualité, de l'individualisme. Donc qui a permis à la fois l'émergence de l'individu comme jamais, et en même temps, je dirais que la disparition du collectif. Et donc la culture commune, qui nous faisait être ensemble, dans sa classe sociale, dans son village, dans sa région, dans sa tribu, dans son universalité des élites, chacun ayant enlevé sa culture,
il y a quand même un massage de ces cultures-là, et quasiment toute cette culture-là est en train de disparaître. La fin de la modernité. Et donc, on est quand même dans la disruption. D'ailleurs, Michel Serres a publié un livre, un tout petit bouquin, là, dernièrement, là, cette année. Et c'est un grand philosophe, Michel Serres. Il a d'avoir 90 ans. Et c'est sur le temps d'avant. Il dit finalement, on est toujours en train de pleurer sur le temps d'avant, en disant que c'était moins bien. Quand on fait les statistiques, on vit mieux qu'avant. On est moins malade, on est plus cultivé, on est plus ouvert au monde. Donc, et la culture des élites qui était réservée à un tout petit cours, un petit groupe, Michel Serres, grand philosophe, il enseignait à quelques centaines d'étudiants qui avaient accès à l'université, aux bibliothèques, etc. Maintenant, tout le monde peut y avoir accès. Donc on peut dire que le monde n'est pas moins bon qu'avant. Par contre, il y a moins de guerre maintenant, il y a moins de violence, globalement, si on prend l'histoire de la planète, moins de guerre, moins de violence, etc. Lui, toute sa vie, il a 90 ans, il a connu. Il dit, il y a une chose qui disparaît, c'est la culture commune. La culture comme, pas la culture patrimoniale héritée dont on peut trouver des traces partout, mais la culture comme ciment collectif et commun. Comme l'eau dans le sol, comme l'eau qui tout d'un coup disparaît dans le sol. Cette culture-là est en train de s'évaporer, des traces qui nous faisaient être ensemble. Et ça, c'est vraiment ce qui manque. Et effectivement, je vois bien cela quand, puisque je m'intéresse à la médiation, à l'ingénierie culturelle, je vois bien émerger des choses qui changent radicalement. Parce que les jeunes dont vous êtes, dans tous les lieux de culture où je vais, vous n'y êtes jamais. On ne vous voit jamais. Dans tout ce qui est les lieux de culture traditionnels, je dirais. Théâtre, très peu. Théâtre encore on trouve un peu, des fois, politique sociale. Musée, très peu. Opéra, jamais. Cinéma, à part les blockbusters, jamais. Les gens sont où? Je vois les étudiants, je me dis, la seule chose pour lesquelles les gens sont prêts à payer et se déplacer, c'est le développement personnel. Ça, ils font l'effort d'aller à l'école, d'aller à l'université, ils font l'effort de se cultiver, de faire du sport individuel. C'est pas du sport collectif, c'est du sport individuel. Chacun fait ses propres objectifs de progression, je vois, dans le sport. Je vais souvent me promener, les endroits où je vais me promener. Quand j'étais gamin, il n'y avait personne. La promenade, ça n'existait pas. Il y avait les seuls à esprit. Après, j'ai vu les gens aller en famille se promener. Donc, on sortait de temps en temps et on allait le dimanche, tout ça, les familles se retrouvaient, et on allait se promener, on faisait le pique-nique et tout. Maintenant,